Bonsoir à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à accueillir à la fois effectivement les réalisateurs et les compositeurs, les différents compositeurs de ce film Les Derniers Parisiens. À partir de ma gauche, donc, nous avons Laurent Griffon et Ayele de Pepper Island, Amé, Jérémy alias Damon et Ekoué, donc, pour échanger sur la question de la composition d'une musique de film. Amé et Ekoué, donc vous avez réalisé Les Derniers Parisiens. C'est un film tourné à Pigalle, votre Pigalle, celui que vous avez connu. Ce qui me paraît être étonnant, c'est que on se pose la question d'emblée, c'est que vous n'ayez pas signé la musique du film vous-même. Le choix de faire appel à d'autres était-il immédiat? Et finalement, comment s'est porté le choix sur Pepper Island et Damon, en sachant que je sais que vous avez déjà collaboré avec Jérémy par le passé à l'occasion d'un premier téléfilm qui s'appelait de l'encre. Je crois que vous avez des micros devant vous. J'allais dire que c'est presque tout comme. Bon, Jérémy produit régulièrement des beats pour La Rumeur. On travaille ensemble depuis, je sais pas, peut-être 2-3 albums de manière assez significative. On a aussi, comme vous l'avez souligné, on lui a confié le score de l'encre, donc nos tout premiers pas dans l'audiovisuel. Et quant à Laurent et Ayele, c'est des liens familiaux. Donc on a fait un film, d'amis. Et un film avec, comment dirais-je, oui, j'allais dire presque familial. On a travaillé en famille, entre amis, qu'il s'agisse des comédiens. Voilà, il y a des liens antérieurs très forts, un petit peu partout, qui nous, voilà, le collectif et tous les gens qui nous ont accompagnés là sur l'aventure de ce film. On va les mentionner, les comédiens, effectivement, la relation que vous avez établie à eux, elle date d'il y a longtemps. Hein. Il y a Reda Kateb, Slimane Dazi, hein, des gens que vous côtoyez déjà bien avant même d'ailleurs le début de leur carrière. Il y a également Mélanie Laurent entre eux. Alors j'ai envie spontanément, là on sort juste 30 secondes du sujet, c'est cette manière de travailler en famille avec des potes, c'est une manière d'être conforté dans votre démarche ou d'avancer effectivement de manière très spontanée. Écoué. Bah déjà, pour répondre un peu peut-être plus précisément à la question que vous nous avez posée, c'est pourquoi on n'a pas signé la musique. Parce qu'on a on considérait que peut-être le rap tel qu'on le pratiquait était peut-être un peu trop réducteur, je veux dire, pour couvrir un peu toutes les ambiances, toutes les saveurs, un peu toutes les scènes qu'on a tournées avec beaucoup d'extérieur, avec beaucoup d'intérieur qui varient en fonction, quelque part, j'ai l'impression qu'on a l'impression que chaque lieu a sa coloration musicale, d'une certaine manière. Donc en ça, on trouvait que le rap, c'était puis la musique qu'on fait, oui, la place du texte, elle est très importante. Et là, les dialogues, c'est déjà suffisamment fourni en dialogue. Donc voilà. Non, ce qu'on voulait, c'était vraiment des gens proches de notre sensibilité, de la sensibilité de La Rumeur. Donc il est évident que Damon, ayant signé certains de nos plus beaux titres, donc, et puis en plus ayant travaillé avec nous, donc c'était quelque chose je veux dire, une filiation quand même qui était évidente. Et puis Ayele et Laurent, voilà, qui sont vraiment, enfin, qui ont des années derrière eux de musique, de pratique. Laurent qui est quand même un bassiste très connu et reconnu. Voilà, on voulait associer un peu l'acoustique et l'électrique, si j'ose dire. Donc voilà, plutôt que partir sur signer la musique de La Rumeur, quoi. Oui, avec une distinction, on en parlera entre le jour et la nuit, mais on en parlera sans doute tout à l'heure, mais effectivement, la cohérence est telle qu'on ne sait plus qui a signé quoi dans le film. Je me suis amusé à essayer de repérer, et j'ai eu l'occasion de me tromper, notamment concernant une scène qu'on verra tout à l'heure en extrait. Mais justement, vous n'avez pas choisi un compositeur, mais un groupe et un compositeur, il n'aurait pas été plus simple pour vous, je connais en partie la réponse, de n'en choisir qu'un. Il y a une volonté de diversifier les choses et de coller effectivement ces couleurs particulières pour chaque lieu, mais enfin un groupe et un producteur.
En choisir. Tu vas répondre à mes. Vas-y. En choisir un, c'était un peu notre option de départ, pour être franc, puisqu'on l'avait déjà fait avec Damon sur De l'encre et le film avait très bien marché, et puis notamment grâce à la musique, ça nous a permis finalement d'être là aujourd'hui et puis de faire notre premier long métrage qu'on a réalisé et produit. Et ensuite, à mesure que finalement qu'on rentrait un peu dans l'écriture du scénario moi déjà je voulais travailler avec Pepper Island déjà depuis longtemps, mais après dans quel cadre? Bon bah on savait pas un peu trop comment ça allait le faire, parce que c'est clair que voilà, nous on a on vient d'une musique extrêmement codifiée, et le rap donc forcément c'était beaucoup plus proche de l'univers de Damon, puisque lui il vient de ça, il vient de là. Mais on a fait une expérience au théâtre du Rond-Point, dans laquelle Pepper Island ont fait notre première partie, donc c'était quelque chose d'assez expérimental. C'est pas un concert de la Reimer typique, mais c'était quelque chose de très mis en scène, avec beaucoup de jeux de lumière, et ça s'est très bien passé. Voilà, je pense que le public qui était venu nous voir, on les ont découverts de façon tout à fait naturelle. Et donc, on s'est dit, on va essayer sur le film. Donc, on est parti sur un cahier des charges très précis, avec des choses assez minimales. Et ils ont répondu directement à la demande, et puis voilà. Alors justement, on va Donc, s'adresser aux compositeurs, que ce soit Jérémy, Laurent et Ayélé. On va peut-être revenir effectivement à l'instant où vous faites la proposition. Alors Damon, forcément, la relation était déjà évidente, elle était inscrite dans les albums, la composition d'albums, mais aussi déjà une première BO, d'autres collaborations qui apparaissent. À ce moment-là, quand on vous fait la proposition d'un long métrage, en sachant que c'est quand même particulier, une musique de film, j'ai envie de poser la première question, c'est est-ce que vous avez déjà rêvé de travailler sur une musique de film, ou même d'ailleurs éventuellement collaborer à des musiques de film? Et quand la proposition vous est faite spontanément, quelle est votre réaction? En fait, on a déjà eu l'expérience de musique à l'image, mais surtout pour la publicité. Voilà. Un long métrage, c'était vraiment une première proposition. C'est la première fois que ça nous arrivait. Alors, ce qui était génial, c'est que c'était La Rumeur, un groupe qu'on a toujours apprécié. Et finalement, on était ravis. On était vraiment ravis de faire cette première expérience de musique pour un long métrage. Et la façon dont ça s'est passé, ça a été assez clair en fait. C'est-à-dire que Amé et Koué sont des personnes qui savent exactement ce qu'ils ne veulent pas. Donc c'était assez. Donc le cahier des charges était assez. Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas? C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient pas, c'était entre les lignes en fait. Donc ils nous ont déjà imposé il y avait un cahier des charges assez clair. Ça a été une discussion qui n'a pas duré très longtemps. On s'est retrouvés au café pendant 1 heure. Ils ont dit voilà, nous on veut ça. Et donc on est parti de là. Voilà, on est parti comme ça pour commencer à commencer à débuter cette expérience. Voilà. Ce qui est assez particulier quand même, c'est qu'on a commencé à bosser sans les images et vachement en amont. C'est-à-dire que moi, quand j'avais fait la musique de leur premier film, De l'encre, ils m'avaient filé le film fini, sans musique, et j'ai composé avec les images. C'était très concret pour moi, ça marchait ou ça marchait pas. Et il a été très tôt question qu'il fasse ce long métrage-là, et on était dans la boucle, quoi, dans la danse. On a vu le projet naître et on a commencé eux m'ont demandé de réfléchir à la musique avant même d'avoir les images. On avait juste le scénario et c'était un exercice très différent parce que je pense comme dit bien Ayélé, c'est pas qu'ils savaient ce qu'ils voulaient pas, mais c'est qu'on les connaît et on connaît leur goût. Mais justement, ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient encore au départ. On a parlé de plein de trucs super intéressants, d'exercices de style. On a parlé du son de Paris, moderne, l'ancien. À l'époque, on parlait même de composition en 3 temps et tout. On a commencé à composer ensemble en fait cette aventure. Et c'était super particulier de mettre des musiques sur un scénario. Parce qu'en plus, la rédaction d'un scénario, c'est justement pas rythmé. Il faut essayer de se projeter vraiment dedans. Et donc en gros, ça a été une longue aventure où il y a eu des allers, des retours, beaucoup de réflexions ensemble en fait.
Alors, je crois que Laurent voulait nous dire quelque chose, mais Non, mais c'est ce qu'il disait. C'est en fait, on a donc travaillé déjà sans se connaître, donc chacun dans notre coin, avec Damon et Pepper Island. Et on a donc travaillé sans regarder le film, sans avoir rien vu du tout. Et c'est assez, avec le recul, je trouve ça assez rigolo, que à travers la discussion et le scénario. Et j'ai même découvert certaines musiques quand j'ai vu le film fini. Et c'était incroyable comme expérience. D'ailleurs, le scénario a évolué pendant on avait déjà commencé à bosser Exactement. la musique, que le scénario était encore en mutation. Alors je vous avouerai que quand j'ai vu le film, et notamment je me projette par rapport à cette rencontre, la relation entre le film lui-même et le son est très particulier, enfin très particulière. On sent même parfois des décalages, hein, entre les sentiments qui peuvent être exprimés par les personnages et la musique qui vient non pas souligner ce sentiment-là, des fois elle soulignera effectivement ce sentiment-là, mais des fois il y a presque un décalage ou une distance qui se crée. La fonction de la musique est très particulière dans le film, et d'ailleurs elle insiste sur des moments qui sont très, enfin généralement vous me le confirmerez ou pas, mais des moments de mouvement, hein, des personnages, comme si finalement ils marchaient dans la rue. Il y a des scènes un peu contemplatives comme ça, ou comme s'ils avaient effectivement un casque sur les oreilles, qu'on entendait un petit peu ce qu'ils avaient dans les oreilles. Quel est, par rapport à ce cahier des charges, Amé et Koué, votre propre vision de la fonction de la musique dans le film, avant même d'ailleurs que les images ne soient tournées? On a procédé aussi beaucoup par bond, par glissement successif, par essai. Au tout début, les choses étaient aussi très théoriques pour nous. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, on avait par exemple commencé, on avait imaginé une espèce de partition, et la cohérence de faire appel à deux styles de compositeurs différents, elle prenait tout son sens. Il s'agissait de confier la signature acoustique à Pepper Island, donc la signature acoustique qui allait s'accorder davantage, pensait-on, au personnage du grand frère d'Areski, et la signature électronique de Damon qui allait, elle, plutôt accompagner Nas. Voilà. Et puis très vite, les choses se sont mélangées en fait. Voilà, le film en a décidé autrement. Les personnages, enfin le film en train de se faire, et à mesure que on progressait dans le montage, et que alors ce qui était assez particulier, c'est qu'on était un peu dans notre tour enfermé au montage. Ils savaient rien du film et des images. Ils avaient encore rien vu. Et ils nous envoyaient comme ça toutes les semaines un son, deux sons, et donc on les prenait, et puis on les posait sur les images et on regardait si ça marchait. Donc on a aussi été très, j'allais dire, c'est presque primitif, quoi. C'était à un moment donné, on a cessé d'être, de concevoir les choses de façon un peu trop cérébrale. Voilà, si théoriquement c'est séduisant, ça marche sur le papier, mais une fois que les images et que la vie du film est là, il y a des trucs qui ont voilà, le film a décidé de l'ordre des choses, et donc le thème principal acoustique est finalement devenu celui de Nas. Et s'il y a eu une partition dans la musique, c'est on va dire que la signature acoustique, elle est plus relative à l'intériorité des personnages ou au clin d'œil à certains genres cinématographiques. Et la signature électronique, c'est la musique comment dirais-je, qui sort du bar, qui sort des soirées, des clubs, etc., quoi. Donc c'est voilà, il y a toutes les règles ou les pistes qu'on a édictées un peu au début, elles se sont fondues dans quelque chose, en quelque chose d'autre, quoi. Avec une constante et une cohérence qui naît aussi d'une épure commune aux deux types de composition. C'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose de très minimaliste à chaque fois, très épuré, si bien effectivement que le mélange se fait, l'enchaînement se fait d'une composition à l'autre, sans qu'on ne distingue plus qui finalement l'a composé. Alors moi j'avais effectivement relevé cette tonalité électronique, voilà, du côté de Jérémy, la tonalité acoustique, mais les couleurs se mélangent spontanément. Et puis un grand respect quand même effectivement de la musique dans le film, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais polluée par les sons, enfin, mis à part peut-être une scène chez le coiffeur où finalement on pourrait imaginer que c'est un transistor qui est en train de passer ou diffuser de la musique, mais elle vit pour elle-même en fonction des images qui sont diffusées.
Voilà. Ouais, ils ont un parti pris par rapport à la musique qui est vraiment de la mettre en frontal, quoi. C'est comme un personnage. Et même dans les... Parce que enfin là, tu parlais de musique acoustique et électronique, et je trouve qu'il y a aussi beaucoup du concept de la musique qui est dans le film, que jouent les personnages, qui est jouée en boîte de nuit, dans les bars, et la musique de film, quoi. Enfin, c'est comme s'il y avait la musique, la musique du film et la musique de film, on va dire. Et la musique, en tout cas pour ma part, qui fait beaucoup des morceaux justement qui sont joués dans les voitures, dans les boîtes de nuit, dans les bars. D'autres réalisateurs les auraient mis en fond ou les auraient traités vraiment avec un traitement acoustique, de la reverb. Elles sont devant. Ouais, voilà. Là, c'est pas un décor, c'est carrément frontal. Les scènes en boîte, le spectateur a l'impression d'être en boîte, quoi, avec le niveau de son du cinéma. Bon, on va peut-être regarder un extrait justement de cette scène en boîte. Et quoi veut encore ouais. Il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est vrai que le son d'Ayala et Laurent, il sonne vraiment. Je veux dire, il colle un peu à un Paris un peu, comment dirais-je, très acoustique, presque ancien. C'est ça qu'on voulait chercher parce que ça c'était très présent dans notre musique. Et Damon, lui, il a quand même signé pas mal de hits pour des rappeurs, pour Booba, pour le 113, Mafia Quinfri, voilà, pour nous, spéciaux. Et donc à la base, il vient de, voilà, c'est un programmateur pour le son de la rue, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le quartier de Pigalle, c'est les deux. Ça ressemble un peu à ce quartier. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est deux regards différents de la rue, quoi. Il y a une variété de couleurs musicales, comme il y aurait une variété de senteurs. Enfin, on est dans un monde qui bouge et qui se nourrit sans cesse effectivement des influences les plus diverses. Mais on va revenir effectivement à du coup à la dimension la plus fonctionnelle, hein, c'est-à-dire que la musique de boîte dans une scène de boîte. Là. Ça va contredire ce que je viens de dire à l'instant, puisque les bruits sont présents, les voix sont présentes, mais parce qu'effectivement c'est le son de la boîte. Oh putain, Nas, ça de ouf, putain. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, putain. Ça va, tu vas bien? T'as maigri, tes cheveux ils ont poussé. Bonsoir mademoiselle, vous allez bien? C'est mon poteau Nas. Excusez-moi, je vous l'emprunte un instant. Ouais, viens, on va discuter un petit peu. Ouais, viens. On va parler, ça va? Ouais frère, franchement ça défonce. Putain, super ambiance, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est là où je bosse maintenant, je suis plus dans le vieux drama de merde maintenant. On va s'asseoir. Ouais, mettez-vous au fond là, je vais vous mettre sur la merde. Mettez-vous au fond les gars, c'est pour moi, installez-vous, allez-y. Sarah, Magnum, non-stop, no limites. No limites. Diomède, je te présente les jumeaux. Les jumeaux, hein. Ah, les jumeaux tout court. Les jumeaux tout court. Bienvenue. Putain de... Alors, non mais c'est un truc de ouf. C'est T'as fou, maigri, hein. t'es Ouais, frais, bah t'es ouais. bien, tu t'es laissé pousser les cheveux. Ouais, un petit peu, t'as vu, on prend soin de soi. Hein, et puis là, je suis sorti là il y a quelques jours, mais ça se passe bien, tu vois, j'ai un bar à Pigalle, je bosse, je charbonne, ça avance bien. T'as un bar à Pigalle, c'est bien ça. Bah ouais. Mortel, faudrait que je passe te voir alors. Pendant que je cale l'extrait suivant, peut-être que Jérémy peut nous parler de cette composition-là pour la musique de boîte. On l'a tué dans ton élément. Effectivement, il s'agit que ça ambiance, que ça balance et ça sonne plutôt bien. Ouais, avec ce truc-là très intéressant, c'est que c'est des longues scènes. Donc du coup, il fallait développer un extrait de DJ set, quoi. C'est pas juste un morceau. En fait, il y en a 4 qui s'enchaînent. Comme un DJ les aurait enchaînés. Et du coup, il fallait composer ces morceaux-là en fonction de l'ambiance de cette boîte, qui est une boîte d'un quartier chic de Paris. Et c'est un tout autre état d'esprit que la deuxième scène de boîte qu'il y a dans le film, qui est j'ai pas envie de spoiler le film, mais toujours est-il qu'il y a 2 univers de boîte dans ce film, 2 longues scènes de boîte.
Et celle-là, il fallait vraiment que je fasse de la house assez traditionnelle, en fait. Il y avait vraiment un truc, faire croire que la soirée prenait vraiment. Et en partant de rien, quoi, en faisant 4 morceaux club vraiment efficaces. Par rapport à l'équilibre film et live, si je puis dire, enfin, on va dire le son in et le son off. Je veux dire, c'est bon, après, ouais, c'est extrêmement précis. C'est vraiment un travail de montage son. Il y a quelques petites rustines ici et là. Mais ce que vient de dire Damon est assez. Enfin, je veux dire, c'était assez intéressant parce que c'est le cœur, finalement. On a monté cette cette scène par rapport à la cohérence du son, quoi. Voilà. On pouvait pas, au bout d'un moment, avoir, je veux dire, un son qui démarre et puis après, tu retrouves le même son 2 minutes plus tard et puis tu reviens au son. Non. Il fallait vraiment, quelque part, qu'on essaie d'aller chercher dans les rushs, dans les images, quelque chose qui rende, je veux dire, ce côté live. Voilà. Ce côté, comme c'était presque un plan séquence, la caméra qui les suit. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un plan séquence musical. Ouais. Oui, avec une contrainte particulière, du coup, effectivement. On tourne combien de fois la scène à ce moment-là pour obtenir, effectivement, 2 fois. 2 fois, d'accord. Ok. Le cauchemar de l'ingé son. J'imagine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet. Oui, oui, Que, ça vient de partout. Si au dérochage ou au montage, on se rend compte que l'essentiel d'un dialogue est bouffé par les fréquences qui entrent dans les HF. Donc il y a les comédiens ont leur HF, il y a une prise d'ambiance et le son, la musique est jouée tellement fort que ça parasite et ça pollue tout. Donc les comédiens et nous, à la mise en scène, on n'a pas d'autre choix que de réussir, de jouer ça en live, en plan séquence. Voilà, donc c'est donc de l'aveu même de l'ingénieur du son, c'est le plus gros risque à prendre. Oui, j'imagine le cauchemar absolu. C'est assez casse-gueule. mais je pense que c'est à ce prix-là aussi qu'on a le côté immersif. Ouais. Et l'authenticité de l'expérience du moment et du lieu. Parce qu'il n'y a rien de plus artificiel et agaçant dans un film qui va singer ou essayer de nous faire croire à une ambiance de... On aime beaucoup ce genre de scène et on tenait vraiment comment dirais-je, à restituer, à la restituer avec le plus de réalisme possible et voilà avec cet aspect immersif, quoi. Oui, avec une chaleur particulière et puis quand même, bon, alors j'imagine que pour les acteurs c'est pas simple non plus de jouer dans quelque chose qui est très ambiant avec la musique très forte et finalement ils se démontent pas et ils continuent effectivement à tourner la scène. Donc alors je pense que la question qui a été posée de manière ou d'une autre, c'est on a tous ces sons, enfin, toutes ces musiques qui ont été finalement enregistrées à partir du scénario. Après, forcément, les images arrivent. Comment se font les choix à ce moment-là? J'imagine que des musiques étaient destinées à des parties particulières, mais j'imagine qu'il y a aussi eu des changements, que tel son pouvait finalement correspondre à une autre scène et que c'était éventuellement interchangeable. Non, Je sais pas, Laurent. comme l'a dit Ekwe tout à l'heure, en fait, on composait dans notre coin, on envoyait les sons. Eux, ils les mettaient comme ça sur les images et ils voyaient, tiens, ce son-là, il va bien sur cette scène-là, ce son-là, il va nulle part. Celui-là, il est super là. Et c'est eux qui ont choisi. En fait, le fait d'avoir travaillé sans les images, on a travaillé avec l'imaginaire du film, mais avec l'ambiance du film vraiment dans la tête. Et après, eux, ils ont... Mais je pense que ça n'a pas été trop dur. C'est où ça le faisait pas du tout, où ça, tiens, ça allait là et ça allait bien là, quoi. Je pense que c'est comme ça que vous avez bossé. Après, il y a eu une anecdote rigolote. C'est quand dans le film, il y a une scène avec un chien qui se balade comme ça. Oui. Et bon, je vais pas trop en parler, mais c'est rigolo parce qu'en fait, donc là, c'était imposé. Par contre, il manquait de la musique à cet endroit-là. Et je me rappelle Ekwe ou Amé, parce que je voulais pas voir les images. Enfin, on voulait vraiment continuer dans notre trip. Et donc, je leur ai demandé de me raconter exactement ce que faisait. Alors, le chien, il est là, il se balade, c'est un gros chien, non, c'est un petit chien. Et donc, avec toutes ces infos-là, on a fait un truc. Puis là, ça allait. C'est incroyable parce qu'on n'avait pas du tout vu. Donc, on était étonnés, nous aussi, à chaque fois.
Voilà. Oui, avec un timing, je suppose, particulier, parce que le chien, c'est un long travelling, et puis il s'arrête à un endroit. Ouais. Oui, la durée faisait partie de la discussion aussi. Ouais. D'accord. Bah, je vous propose un deuxième extrait qui est, alors cette fois-ci, très, très différent. Et là, on est sur une composition de Pepper Island. Ashnok due rose, ashnok due pare, ashnok due rose, ashnok due pare, ore due burine, va some zigare, ore due burine, va some zigare. Ciao! Viva Italia! Vas-y, trace. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'es où? C'est fermé là, elle est fermée l'épicerie là. Prends pour un con quoi, t'es où? Alors Ramé s'inquiétait parce qu'il me disait mais il n'y a pas de musique sur l'extrait. Justement, effectivement, j'ai fait exprès puisque la chanson se fait s'interprète sans musique, mais l'extrait musical venait juste après. Bon, c'est un extrait pour moi qui est assez éclairant déjà par rapport au film lui-même, puisqu'il y a cette présence récurrente de ce SDF, il y a le rappel de sa culture d'origine avec ce chant a cappella, puisqu'il tourne effectivement sa boîte à musique et elle ne produit rien. Et puis il y a cette musique avec ce mouvement. J'évoquais la question du mouvement tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une récurrence aussi. Les extraits musicaux se passent sur des scènes souvent en mouvement. Quelqu'un qui marche, quelqu'un qui roule en voiture. On va voir l'extrait du bus tout à l'heure. Et puis il y a un petit clin d'œil, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais un petit gimmick à la Morricone. On est sur un personnage italien, le western spaghetti, et on retrouve ces sonorités qu'on peut retrouver dans certains films de Morricone dans les années 60. Est-ce que c'est conscient ou pas à ce moment-là? Ayélé, je crois qu'elle peut répondre. Complètement. C'est vraiment c'est notre culture en fait. Hein. Nous on va piocher un peu partout. Hein. Ennio Morricone, la culture folk américaine, la culture un peu jamaïcaine aussi. Enfin là en l'occurrence il n'y a pas trop d'influence jamaïcaine dans la musique, mais il y a aussi Laurent lui c'est un musicien, donc il est bassiste. Moi je suis chanteuse. Je compose aussi j'ai une petite guitare un peu exotique vénézuélienne. Donc en fait, voilà, ça c'est nos univers. François de Roubaix, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu aussi ça. Voilà, je vois qu'il y en a un qui connaît. Voilà, on a été puisé partout, un peu partout, dans tout ce qu'on aime. Et j'avoue que c'est assez large. Donc voilà, et on a essayé de l'appliquer en prenant en compte le cahier des charges de la rumeur. Et voilà, donc ça a donné tout ça. Voilà. Alors vous avez évoqué effectivement des grands compositeurs, on vient de citer effectivement François de Roubaix. Justement, là je m'adresse aussi à Jérémy, est-ce qu'on a des modèles en tête alors, Ennio Morricone, on l'a cité, François de Roubaix aussi. Est-ce qu'au moment où on doit s'attaquer effectivement à la musique du film, on revoit les films forcément avec un autre regard, une écoute particulière pour se dire tiens, mais comment ça se passe, comment ça se construit cette histoire de composition de musique de film? Moi, je sais que pour ma part, j'avais plein d'idées sur la musique de film, plein de choses
que je voulais exprimer moi sur la musique de film. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que toutes ces idées, c'était pas trop les miennes, et que celles qui collaient le mieux, et en tout cas qui leur plaisaient le plus aussi, c'était les trucs qui me ressemblaient le plus, et dont la citation principale était peut-être mon travail à côté, ce que je fais en rap, en électro, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais envie de faire plus de citations de ce que je connaissais en musique de film. Je me rends compte que c'était plus pour un petit plaisir personnel et que ça servait pas à la cause du film. Et parfois, j'allais dans ces directions-là et j'étais contrarié, pas vexé, hein, mais on me disait non, c'est pas ce truc-là. Et au final, ce qu'ils ont sélectionné, c'est ce que je suis vraiment de façon plus simple, plus authentique, ce que j'ai toujours fait, ma patte, quoi, on va dire. Et finalement, il n'y a pas eu cette distinction véritable du jour et de la nuit, enfin, même si j'ai cru comprendre que c'était au départ un peu dans le cahier des charges, ou pas finalement. Écoute, en fait, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'inspiration de la composition de cette musique de film, on habite à Pigalle, en gros, on habite là, quoi. Donc en fait, avec Ayélé, on a passé beaucoup de temps à se balader la nuit dans Pigalle, déjà, physiquement, parce que tu peux même sentir le son de la ville, quoi, de l'endroit. Et ça nous a aidé pas mal, en fait, d'y aller la nuit, de se balader, d'aller dans les bars. Et puis, après, chacun sa méthode, mais nous, on a fait comme ça. Et puis, même moi, je me disais, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, entre l'acoustique et l'électro, finalement, votre acoustique, elle est très métronomique et très clean et très minimaliste. Et du coup, on dirait de l'électro. C'est presque, à part le morceau là qu'on a entendu, justement cette citation à la Morricone, mais le thème du film, avec il y a tout le temps ce shaker là sur tous les temps et tout, c'est pas free jazz, quoi. C'est très posé. Ça fait une belle transition pour le troisième extrait. Ce sera l'occasion après peut-être effectivement de vous permettre de poser des questions vous aussi, même si effectivement les questions ont déjà été posées par la salle. Ayélé, il y a encore une remarque éventuellement avant. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, Jérémy, on va voir un extrait qui se situe vers la fin du film. Hein. Je vous rassure, on ne présente rien par avance, mais où justement, moi j'ai fait la confusion. Je croyais qu'on était sur quelque chose de très minimaliste et presque électronique, et il s'agit effectivement d'une composition de Laurent et d'Ayélé. Donc en fait, effectivement, on se rend compte que là, on a quasiment 1 minute 30, voire 2 minutes d'extrait de film avec une musique tout du long. Donc les morceaux vivent pleinement. Enfin, je veux dire. Je me souviens qu'au montage, on n'était pas d'accord sur ce son. C'est qu'il y avait 2 sons. Mais la monteuse avait privilégié un son qui était bien aussi. Et moi, je me souviens être arrivé l'après-midi au montage. Et j'avais spontanément choisi ce son parce qu'il me rappelait le morceau Shukwan de Mobb Deep. C'est un morceau par rapport aux images. L'autre, il était bien aussi, mais il était peut-être un peu plus évident. Donc après, on a ramené un peu à la raison, enfin pas à la raison, mais je veux dire, on a réussi à trouver un consensus entre moi et Amé, justement en parlant de Shukwan, en parlant de... J'ai dit, mais non, mais t'es fou, quand tu regardes les images et quand t'as le son,
T'as l'impression d'écouter le morceau Shook One de Mobb Deep. Et après, ah ouais, effectivement, voilà. L'autre son était peut-être, les notes, elles étaient peut-être un peu plus en l'air. Très deep, très sombre, mais plus en l'air. Et en fait, moi, c'est vrai que cette déclinaison un peu du thème avec la scène du bus là, comme ça, à chaque fois que tu vois je trouve qu'elle accompagne la fin la plus puissante des manières. On a même essayé de le tester ce son-là après. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que en revanche, prendre ce son-là et le déplacer sur une autre scène, ça marchait pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc, les musiques, elles sont, enfin les images, elles sont implacables. Tu peux pas t'amuser à bidouiller, à essayer de tricher. Soit ça sonne, soit c'est assonant. Oui, la fusion est totale entre les images et le son, et j'ai envie de dire qu'ils sont indissociables l'un par rapport à l'autre. Là, on est dans quelque chose de très réussi. Ouais. Et il n'y a pas eu d'aller-retour. Ça, c'est ce qui nous a encore plus surpris. C'est-à-dire qu'ils nous ont livré le morceau qui avait son tempo propre, sa construction, les petits éléments par couche qui entrent et sortent. Et on l'a posé comme ça sur la scène. Et on n'a pas eu besoin de revenir vers eux ou de réajuster ou de triturer les choses ça collait mais vraiment parfaitement. Et il y a le rythme interne des images. Le trajet en bus, il est rythmé par ce qu'on voit à travers le carreau, par la dame qui sourit à Nas. Et c'était, il y avait comme une espèce de connexion un peu mystique où des compositeurs composent sans image. Nous, on a notre scène terminée et on reçoit c'était le truc parfait pour coiffer la scène. Ça porte un nom, ça s'appelle la grâce. Ou la magie du cinéma, je sais pas. La grâce. Il n'y a pas eu de... Tu disais qu'il n'y a pas d'aller-retour entre vous. Mais par contre, Jérémy, Aïlé et Laurent, est-ce qu'il y a eu des échanges Non. Pas du tout. Non, on commence maintenant. On s'est rencontrés il y a quelques jours. Ouais, c'est vrai. Et on a bossé d'ailleurs sur un truc ensemble. En fait, non, on n'a pas du tout travaillé ensemble. On s'est même pas vu. C'est incroyable. C'est même pas la tête de Jérémy. Je savais même pas la tête qu'il avait. Et alors, du coup, on est super déçus. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions dans la salle? Vous avez vu quelques extraits, vous n'avez pas encore vu le film, mais il y a peut-être des choses. Juste par rapport à ça, c'est pas une volonté, je veux dire, évidemment malveillante de vouloir cloisonner les choses. Mais il y a travailler avec des gens qui pensent différemment et leur permettre de rester dans leur couloir et leur logique le plus longtemps possible et d'abattre ensuite les cloisons pour réunir toutes les influences et toutes les couleurs sur une seule et même œuvre, ça a plutôt réussi au film. Et donc je pense qu'on a fait plus ou moins consciemment les choses, on les a organisées de cette manière pour que de part et d'autre, on ait de la fraîcheur, de la spontanéité, et qu'il n'y ait pas la volonté assez naturelle d'homogénéiser les choses ou d'avoir des angles un peu arrondis, quoi. Donc chacun nous a fait des propositions fortes, singulières, avec beaucoup de caractère. Et et c'est nous qui avons fait les fils se toucher, quoi, qui avons fait les couleurs communiquer les unes entre elles, quoi. Un peu à la façon, alors, je ne sais pas si ça vous plaît, mais d'un DJ qui finalement a des différents éléments, des différents ingrédients sous la main et qui va les mixer de la manière la plus harmonieuse possible. Le point commun de nous quatre, c'est qu'on vient tous de la musique live, c'est qu'on sait tous que c'est un concert. On sait tous que c'est, je vais dire, rapper devant une salle de 1000 personnes, ou pour eux faire de l'entité, le groupe. Non, mais bon, ils ont été aussi. Laurent a accompagné Manu Chao, ils ont fait la tournée mondiale de Amadou et Mariam. C'est comme des énormes jauges. Hein. C'était des 200 000 personnes dans des stades, je veux dire, sur des festivals. Donc nous, on a connu ça aussi. On a joué ici, je crois, aux Eurocaines. Là, c'est pas, je crois, c'est sûr, mais c'était il y a longtemps.
Et d'ailleurs, c'était un bon concert. Je me souviens, c'était sur une espèce de plage, enfin, près d'un lac, c'était il y a longtemps. Et bon, et Damon aussi. Et donc, du coup, je veux dire, il y a quelque chose qui trompe pas sur scène. C'est sur scène, soit tu sais rapper ou soit tu sais pas rapper. Il n'y a pas le studio et les effets spéciaux. Il n'y a pas le vocodeur. C'est voilà. Et nous, on vient de cette école-là. On a commencé le hip-hop, on avait 15 ans. Aujourd'hui, on en a plus de 40. On a rappé partout, à peu près partout en France. Et il y a quelque chose de très brut de décoffrage avec le live. Et ce qui fait que finalement, on n'a pas eu forcément besoin, je vais dire, de créer une filiation supplémentaire en genre peut-être un peu artificielle, en essayant de les faire travailler ensemble ou je vais dire en les faisant se faire, en les mettant autour d'une table préalablement avant la sortie du film. Bah, c'est que cette filiation-là, justement, le côté live était déjà commun à nous quatre, et donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a matché tout de suite, quoi. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, monsieur? Il y a un micro, ouais. Non. Si, moi j'en ai fait un, sans musique. C'était un court-métrage. Un long-métrage, c'est... Je sais pas. Non, mais c'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Parce que je pense que la musique est un personnage, on vient de la musique, donc au bout d'un moment, l'authenticité de ton message, il est porté par ce qui te constitue. Voilà. Si demain je faisais, je sais pas de la musique, mais autre chose, j'étais dentiste, et ben peut-être que quelque part il y aura des éléments récurrents dans mes films. Donc moi, voilà, la musique, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui nous fait vivre. Enfin, c'est ce qui nous a, enfin, vivre, pas que sur le plan financier évidemment, mais c'est ce qui nous anime. Et je veux dire, je ne conçois pas l'image sans, je veux dire, ça. Sinon, ça reviendra à faire des films, je veux dire, en finissant par s'oublier, quoi. Non, moi, je suis pas aussi catégorique. Après, il y a une, comment dirais-je, en tous les cas, ce que j'aime, il y a une façon d'utiliser la musique qui est extrêmement artificielle, où c'est beaucoup de béquilles, et la musique intervient comme une espèce de cache-misère, avec des images extrêmement pauvres, une narration qui est, voilà, c'est pas un absolu, quoi, mais voilà, c'est un univers, enfin c'est notre univers premier, et c'est un, de façon comment dirais-je, on se lancerait pas dans l'aventure d'un long métrage, par exemple, en se disant ou en se fixant comme contrainte de ne pas utiliser de musique. Enfin, c'est pas un enjeu qui est comment dirais-je, qui nous transporte, quoi. Et en même temps, il y a un équilibre, hein. Il y a pas d'abus de musique dans le film. Je veux dire, on n'est pas, la musique a toujours sa place à l'endroit où il faut. En fait, non, et puis c'est notre ADN. Je veux dire, nous, on est aujourd'hui les seuls à pouvoir formaliser le fait, aujourd'hui, en tout cas dans le cinéma un peu contemporain, nouveau, qu'on conçoit la musique comme un personnage. Je veux dire, ce qui a fait que quelque part on a réalisé ce film, je veux dire, avec énormément de plans séquences. On a tourné à Pigalle. Bon, tourner à Pigalle le samedi soir, c'est comme un peu compliqué. Donc, voilà, on a nos repères, on connaît du monde. Donc, ça nous a permis quelque part de tourner sans encombre. Mais voilà, il faut tourner avec l'adrénaline et le feu un peu, je veux dire, de la rue. Et ça, c'est des réflexes que tu as typiquement avec la musique. Par exemple, les scènes de soirée, je veux dire, on les a justement faites je veux dire, en faisant parler finalement notre côté MC et notre côté voilà, showman, enfin je veux dire rappeur, quoi, en disant voilà, bah tu vois, on est parti avec la caméra, le type tenait la caméra à l'épaule. Et allez, voilà, on prépare pas, on va, on vient dans la soirée, on fait des allers-retours, on chope des moments. Je veux dire, ça, c'est voilà, c'est comme quand finalement, c'est comme quand un boxeur il monte sur le ring, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi. Et en tant que réalisateur, parmi vous deux, votre priorité au départ, à l'origine, c'était la musique ou le cinéma? Non, c'est la musique. Et après, on est venu au cinéma. Pour les deux? Non, mais c'est pas comment dire, c'est pas. Il y a un ressort commun. Voilà, je préfère le voir comme ça. Il y a un ressort commun, il y a la vie dans l'un et l'autre.
Et l'un avec l'autre, c'est la vie au carré, quoi. C'est encore mieux. Même si parfois, des images silencieuses, ça fait du bien. Et à d'autres moments, une musique qui emporte ou qui vient comme ça transcender un sentiment, ça peut aussi être puissant, quoi. J'ai pas je suis pas formaliste. J'ai pas a priori c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou voilà, ce sont des matières qui servent à exprimer des choses. Et après, c'est une question de sensibilité, de dosage, des très subjectif aussi, quoi. Non, mais c'est que ça, voilà. C'est-à-dire que la musique, c'est évidemment, il ne s'agit pas de faire de la musique de la première à la dernière minute. Je veux dire, sinon on fait un clip. Hein. Non, c'est voilà, c'est je veux dire, c'est comme moi je trouve ça beaucoup plus novateur et pour le coup pas du tout formaliste. Je veux dire, de penser une scène avec une musique en tête. Je crois que c'était Tarantino qui faisait ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Bon bah. Moi je chante sur certains de ces films comme quand je vois Jackie Brown ou quand je vois même Pulp Fiction, bah oui, mais ce qui fait que finalement, en tout cas, je veux dire, ces films je les regarde comme je les entends, c'est peut-être par rapport à ça, c'est juste ça. Après il y a voilà, enfin si vous voulez, moi dans les films finalement que je retiens, c'est souvent ceux avec une bande son extrêmement marquée, je veux dire, ouais, avec une musique quelque part. Je sais pas que c'est pas, enfin, même des films beaucoup plus mainstream. Ça, E.T., Le Parrain, enfin tous quoi. Voilà, il y a une ADN en tout cas qui est très commun. Mais c'est une question en tout cas qui est très intéressante. Je sais pas si on se souvient d'un film pour son silence. On se souvient d'un film pour sa musique, pour son thème. Le silence peut être une musique aussi. Entre deux moments de musique. Non, je voulais juste dire, il y a une scène où on a essayé vraiment de mettre de la musique et ça, comme Jérémy, ça fonctionnait pas du tout et il n'y a pas eu de musique. Et en fait, elle est très très bien comme ça, sans musique. Oui, c'est une scène très importante. Ouais, On a galéré sur cette scène-là et en fait ils ont eu raison. Dès le départ ils disaient non, faut pas de musique. Oui, ça tranche effectivement et c'est essentiel qu'il n'y ait pas de musique à ce moment-là. Ouais. Je vois très bien. Alors il y a une chose qu'il n'y a pas dans le film, ça peut paraître surprenant, c'est qu'il n'y a pas de rap, aucun passage rappé. Mais j'ai le sentiment que il y en a. Il y en a. Il y en a dans la boutique. Dans la boutique, moi il y a un pote, un ami à nous qui s'appelle du groupe 400 Yens, du Bois l'Abbé 94. Je l'ai pas relevé à ce moment-là. Je sais pas si ça vous parle. Non, elle est pas forte. Mais en fait, j'ai le sentiment que ce sont les dialogues qui font à ce moment-là la partie presque rappée, parce qu'il y a du rythme dans ces dialogues. La musicalité, elle est présente aussi dans les dialogues, parce que là, on a le sentiment d'avoir effectivement des extraits non dialogués, parce qu'ils ont été choisis comme tels, mais les dialogues sont également rythmés, y compris dans les moments les plus virevoltants, les plus saturés en fait de paroles. Ouais, mais comme le disait Eko tout à l'heure, il y a une le rap, c'est certains moments de nos vies, et c'est comment dirais-je, on se le réserve pour certaines occasions, pour la scène, le studio. Et on ne prétend pas, comment dirais-je, à partir, mais vraiment typiquement de ce que la rumeur produit sur disque, de pouvoir ou de vouloir ouvrir un éventail de sentiments et de sensations très nuancés. Oui, je trouvais ça bien que le fait de venir du clip et de la musique, vous êtes pas mal respectés l'un et l'autre et vous n'avez pas essayé de faire des séquences clippées, quoi. Un peu rentre dedans, Mickey Mouse. Pas, et ça marche bien, quoi. Mais ça, de toute façon, mais le hip-hop, par définition, c'est la recherche de la soul. C'est-à-dire, c'est essayer d'aller chercher l'âme, d'aller chercher vraiment je vais dire, on va dire le côté le plus pur, que ce soit dans une prise de son, dans une voilà, c'est-à-dire on cherche pas la perfection, on cherche pas le truc justement des clips hyper bien découpés, stylisés. Ça, j'aime pas. Enfin, pour un film, ça marche pas. Et même, j'ai envie de te dire, même dans nos clips, on fait pas ce genre de truc. On aime bien, je veux dire, si par exemple, voilà, il y a des anachronismes et voilà, et plutôt que de faire même dans notre façon de concevoir nos morceaux.
J'ai jamais conçu un morceau, moi, pour passer en radio, par exemple. De toute façon, on était censuré, donc de toute façon, ça pouvait pas... voilà, mais on n'a jamais fait un refrain 2 minutes 30, machin, un truc. Non, c'est... voilà, on dit ce qu'on a à dire, on essaie de le mettre en forme. On essaie de le faire respirer suffisamment pour que l'auditeur puisse s'emparer quelque part de ta musique. Je veux dire, voilà, c'est ce que tu racontes qui impose les formats. C'est pas les formats qui te sont imposés. Donc finalement, notre rapport je veux dire, à l'image est le même. Et c'est quand j'entends clip, moi, clip encore, voilà, et encore une fois, voilà, sans être trop formaliste, il y a des clips qui sont très expérimentaux et qui intéressent. Mais ce que j'appelle, c'est que souvent, voilà, c'est rentrer dans la boîte, quoi. Voilà, faut que ça pulse. Alors que nous, c'était pas vraiment trop l'idée, quoi. Je voulais vous poser une question. Je suis venu un peu en retard. Peut-être que vous en avez déjà parlé. Entre le scénario qui est muet, donc cette voix que vous avez dans votre tête, et la voix des acteurs, des comédiens, et votre vision de comment vous et votre vision à vous de la musique par rapport au film. Ce croisement, comment vous avez réussi à le mettre en place? Alors les voix des comédiens, on a eu la chance de savoir déjà préalablement, même presque au développement des dialogues, pour qui étaient écrits les rôles. Reda, Slimane, Bach, Willy, on avait déjà des tessitures, des sons de voix, et c'est des personnes avec qui on a déjà travaillé, et donc il y avait déjà quelque chose de commun sur la table. Voilà, on partait pas, on n'écrivait pas dans l'abstrait, quoi. Il y a juste un ou deux personnages sur lesquels on a mis un visage de comédien sur la phase finale de l'écriture du scénario, mais globalement, on avait la chair et le collectif de comédiens qui allait porter ce film, il était déjà là. Donc on avait de façon présente dans nos têtes ensuite, non, mais la musique, c'est un work in process, quoi. La musique, on a découvert les choses. Alors on maîtrise pas tout, hein, dans un processus comme ça très long, avec beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects techniques. Ce qu'on maîtrise, comment dirais-je, c'est la sincérité, l'humanité, la complexité qu'on essaie d'insuffler à cette histoire, et l'amour des personnages et du quartier auquel on a voulu dédier ce film. Mais par définition, quand le scénario qui est comment dirais-je, une prévision théorique de ce à quoi ton travail va aboutir, une fois à l'épreuve de la réalité, et la réalité a toujours et éminemment plus d'imagination que nos petits cerveaux. Et donc une fois, je veux dire, exposé à l'épreuve du réel, j'allais dire que c'est le réel qui décide. Voilà, si à un moment donné on peut pas tourner ou rentrer une scène parce que dans telle rue c'est impossible pour je ne sais quelle raison, voilà, s'il y a un obstacle majeur, un truc qu'on peut pas contourner, bah c'est comme ça. Il faut trouver une solution, et c'est pas la réalité qui va se plier à nos volontés, mais c'est nous qui devons être suffisamment inventifs pour essayer de trouver une façon de retomber sur nos pattes, ou voilà, un levier à l'imagination et à la créativité à ce moment-là, par exemple. Et la musique, bah, c'est un travail collectif. Il y a à la fois des démarches très personnelles les uns et les autres, et puis et la nécessité de se rejoindre dans un travail, et par définition un film voilà, qui met en œuvre plein de savoir-faire, plein de talents, et voilà, donc on maîtrise finalement pas tant de choses que ce qu'on voudrait,
On a aussi travaillé par plein de choses souterraines dont on ne se rend pas compte. Il y a des figures, des récurrences ou des trucs qui ont matché, qu'on a réalisé un mois après le tournage ou même récemment en revisionnant le film pour la 25e fois. Vous voyez, donc on a aussi cette humilité-là. Voilà, voilà, comment dirais-je, le film, peut-être au fond, dit beaucoup plus de choses sur nous-mêmes et voilà, sur qui on est. C'est plus un portrait de nous-mêmes qui sommes en train d'observer ou de vouloir représenter un quartier, un bout de Paris. Donc on peut aussi le voir sous cet angle-là, quoi. Autre question concernant les musiciens, c'est-à-dire le fait qu'ils n'aient pas vu les images. Est-ce que ça leur a permis d'exprimer plus d'émotions que s'ils avaient vu les images? Parce que, si j'ai bien compris, vous aviez fait un autre film avant, c'est ça? Où là, les musiciens avaient vu les images. Mais est-ce qu'ils avaient moins d'émotions dans la musique ou plus d'émotions le fait de voir ou pas voir les images? Point d'interrogation. C'est différent. Disons que le fait d'avoir bossé avec les images sur le film d'avant, il y avait un espèce de truc, ce fameux truc implacable dont il parle, du ça marche ou ça marche pas. Moi, je l'avais en amont, donc je pouvais être calculateur. Et donc j'étais peut-être du coup moins innocent. Je me disais, je vais pouvoir amener les choses moi-même et puis essayer de gérer cette homogénéité-là. Alors que là, c'était que des jets de musique et c'est eux qui géraient l'homogénéité. Ou la disparité d'ailleurs, parce que c'est un film qui est plein de facettes et avec des personnages de tous univers. Et du coup, c'était à eux d'éclater aussi notre travail pour que ça corresponde à leur film. Le premier film qu'ils avaient fait, c'était pas ça, c'était une histoire beaucoup plus intimiste sur des personnages et plus linéaire, je dirais, avec un plus classique, de l'encre. Surtout c'était un film qui parlait de musique. C'était l'histoire d'une rappeuse et d'un beatmaker. Et donc du coup, forcément, il fallait que la musique du film évoque. Il y avait un lien très très fort entre eux. En plus, c'était des rappeurs à moitié amateurs dans le film. Du coup, il fallait. Moi, j'avais bien aimé ce truc-là. Il fallait garder la musique brute parce que fallait que le rap que je faisais moi pouvait pas être. Le rap ou les instrus pouvaient pas être plus sophistiqués que ce que eux auraient fait dans leur home studio, qui était d'ailleurs mon home studio dans le film. Il y a un truc aussi, les images, quand c'est bien raconté, t'as pas besoin de les voir. Ils te les communiquent. Je sais qu'on a quand même beaucoup discuté. Pas tant, mais suffisamment pour avoir les images du film. On avait le feeling du truc, donc. De toute façon, on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu une discussion. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, ça a duré parce que c'est assez avec Ekwe et Amé. Voilà, et c'est assez clair en fait. Donc, on a eu une discussion. On a eu le scénario entre les mains, entre ce qu'ils ont dit et ce qu'on s'est dit autour d'une table, d'un café, et le scénario. On avait suffisamment d'éléments pour pouvoir commencer à faire la musique. Pour avoir déjà, on avait déjà tout l'univers en fait. C'était très bien. Ils ont une façon assez claire de raconter les choses et de dire les choses. Et même leur scénario était assez clair. Donc, en fait, on avait tous les éléments et vraiment, on n'avait pas envie d'avoir les images parce que pour nous, ça nous suffisait largement. On avait envie de laisser notre imaginaire un peu. Et ça permet d'être plus productif et d'être plus créatif. Pour nous, en tout cas, pour Paper Island, pour nous, c'était vraiment exactement ce qu'il nous fallait. Voilà. Sur une scène, je ne me rappelle plus laquelle, qu'on a refait plus tard. On a bossé sur l'image, et là, en fait, c'était très très difficile. C'était tellement différent, on se sentait prisonnier de. On aurait préféré qu'il nous la raconte comme voilà. C'est peut-être notre façon de bosser sur ce film, ou peut-être
notre façon de bosser en général, en tout cas, mais on verra pour le prochain. Et bien, ce que je vous propose pour terminer cette masterclass, c'est d'écouter la musique et du coup de l'écouter sans les images, avec trois extraits musicaux. On a la chance effectivement de les découvrir ensemble. Je ne sais pas si tout est calé. On va découvrir alors une première composition signée Pepper Island, qui est le thème général du film. Je vous propose cette écoute-là, puis peut-être qu'on peut juste avoir un petit mot sur les conditions de la composition. J'espère que ça marche. Ouais. Sonorité presque un peu psychédélique là, avec ce clavier, je sais pas, on dirait un mélotron, quelque chose comme ça, même si ça n'a pas le même son. En fait, le premier cahier des charges d'Ekwe et d'Amé, c'était de se rapprocher de l'univers de Fela. Donc en fait, on a commencé comme ça. Ce qui explique un peu les percus, parce qu'en fait, donc on a écouté énormément de disques de Fela, et il y a une récurrence dans les disques de Fela, il y a toujours les mêmes percus qui jouent pratiquement toujours les mêmes choses. Donc on a gardé en fait au fond ces trucs-là, et après par-dessus ça a évolué. Donc la rythmique, on pourrait dire que c'est une inspiration de Fela, et après par-dessus, ça c'est nos délires personnels de musiciens, de matos qu'on a un peu roots à la maison. On a des vieux trucs qu'on achète un peu à droite à gauche, très vintage quoi. Voilà. Une deuxième composition, donc cette fois-ci signée donc Jérémy, Démon. Et bon, le titre Mega Soul Mix, je pense que c'est un titre un peu générique. On y va. C'est l'ouverture du film. C'est l'ouverture du film, ok. Jérémy. Donc ce son d'ouverture du film, là aussi, quelques gimmicks un peu 70s dans les guitares, et puis forcément le côté house. Hein. Ouais, l'idée c'était de faire un truc un peu blaxploitation,
c'est un peu Shaft qui va acheter une crêpe à Pigalle, quoi. Troisième et dernier son, donc encore une fois un titre un peu générique, Pigalle, Good Pitch. On se situe à quel endroit, tu le sais? Ouais, ce morceau s'appelle Pigalle Funk. C'est dans la soirée, la soirée un peu d'apothéose. La deuxième soirée, la ouais, fameuse. voilà, Ouais. la deuxième soirée. Donc, une scène qu'on n'a pas vue. C'est parti. Oui, ça, c'est le son en fait du montage du film. Oui. Donc avec forcément des fluctuations avec des sonores. fluctuations, qui est en plus joué par un DJ dans la scène. Donc il y a des pets, il y a des scratchs, des trucs comme ça. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de notre discussion, de cette masterclass. Je vous remercie à toutes et à tous d'y avoir assisté, puis je vous remercie à vous surtout d'avoir répondu à ces questions. Donc un bel échange, passez une belle soirée et surtout belle projection.